Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours le 12 mars 2024, première journée du MIPIM. Il est 12h04, nous sommes en direct ici sur Radio Imo. Vous le sentez, voilà, l'ambiance est plutôt sympathique. On est en face de Berlin, de Nice, Côte d'Azur, de la ville de Stuttgart. Bref, on fait le tour de France et d'Europe de l'immobilier. J'ai le plaisir, on va parler de la métropole du Grand Paris, d'accueillir Éric Césari. Bonjour Éric Césari. Bonjour monsieur Lenzi. Vous êtes vice-président délégué à la stratégie et au partenariat institutionnel pour la métropole du Grand Paris. Je rappelle que vous êtes également président du groupe Les Républicains d'hiver droite et indépendants. Première question Éric. Quand on vient sur ce MIPIM, qu'on est aujourd'hui vice-président de la métropole du Grand Paris, qui est l'institution qui développe aujourd'hui cette idée extraordinaire du Grand Paris, qu'est-ce qu'on vient y chercher ? Si je vous demandais, voilà, Éric, de prendre la température, voilà. Écoutez, très clairement, on y trouve un intérêt particulier puisque dès sa création, depuis 2016, dans la foulée, nous sommes venus tout de suite en partenaire ici au MIPIM. En fait, le MIPIM, c'est une extraordinaire vitrine pour valoriser l'image, pour donner un supplément d'âme à l'institution. Et en même temps, c'est un lieu de rencontre où on croise des partenaires, mais aussi des gens qui ont d'autres expériences. Et c'est un moment enrichissant d'échange qui permet de se projeter, d'avoir des idées pour l'avenir. Donc le MIPIM, c'est vraiment un lieu plus pour la métropole. Alors, métropole du Grand Paris, avec les projets qui viennent aujourd'hui à l'ordre du jour, à l'aube des JO, c'est un sujet qui vous touche particulièrement, auquel vous êtes particulièrement ancré. Est-ce que vous pouvez nous décrire, si je vous demandais comme ça, de façon globale, à cette approche des JO, avec tout ce qu'on se dit autour, et notamment les formidables projets que vous avez menés, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer par le menu. Notamment, j'ai envie de vous parler aussi du côté aquatique dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Eh bien, écoutez, justement, le centre aquatique olympique, le CAO, c'est l'élément phare, c'est la grande piscine, pour être dans le discours profane, c'est la grande piscine qui va permettre d'accueillir un certain nombre de manifestations des JO. Donc la métropole du Grand Paris, à l'initiative du président Ollier, s'est portée volontaire pour être maître d'ouvrage de cette piscine olympique, qui sera le seul héritage physique, matériel des JO. Et donc c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'installations éphémères. La piscine, elle, c'est une installation qui va durer dans le temps et qui va permettre justement, on y viendra dans un moment, de gérer l'héritage et donc un apport particulier pour les populations, notamment celle de Seine-Saint-Denis. Alors, la métropole, qu'est-ce qu'elle a voulu faire en s'installant dans cette aventure des JO ? C'est d'abord, évidemment, porter quelque chose qui est extrêmement valorisant pour le pays et singulièrement pour l'aire métropolitaine. C'est aussi, à côté de ça, permettre, puisque c'était la condition sine qua non, d'avoir une action dans le temps pour des populations et favoriser la mutation de tout un secteur. Avec la piscine, vous avez en face le Stade de France et on a créé une passerelle qui va coûter 20 millions d'euros, une passerelle dédiée aux liaisons douces qui va permettre de relier deux sites qui sont aujourd'hui coupés par une artère de circulation extrêmement importante. Oui, absolument. Et voilà. Et donc on redéfinit tout l'écosystème autour de ces deux. Et qui va durer, pour rappeler que ça va durer. La passerelle reste. Voilà. Le centre aquatique olympique va évoluer pour l'héritage, mais la structure majeure reste. Et évidemment, on a des opérations autour d'accompagnement de l'espace public. Donc là, il y a une vraie révolution qu'on a installée avec d'autres partenaires, avec des aménageurs, avec des entreprises qui ont accepté le deal, comme Engie, qui a accepté de céder des terrains, de partir plus vite que prévu pour qu'on puisse faire le CAO. Et puis, évidemment, le département de la Seine-Saint-Denis. Alors justement, ce sont des projets structurants pour la ville. À l'échelle du Grand Paris. Si je vous demandais aujourd'hui de nous donner un point de situation sur ce qu'est le Grand Paris aujourd'hui, est-ce qu'on tient la feuille de route ? Globalement, oui.
Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, on est dans cette démarche et dans cette dimension d'une métropole qui essaye de recoudre les territoires, de favoriser les liaisons, de favoriser les grands équilibres, de retravailler à une unité métropolitaine. Et donc, avec les différentes actions que nous menons, et il y en a une en particulier à laquelle je pense, qui est l'action Centre-Ville Vivant, qui est une action sur le commerce de proximité. Mais enfin, avec tout ça, on est vraiment dans une démarche qui vise à équilibrer la métropole. Le seul défaut de la cuirasse, si j'ose dire, c'est que la métropole n'a pas fini sa mutation institutionnelle. Mais là, on est dans un autre débat. Et en fait, il appartient au président de la République et aux législateurs de faire évoluer l'institution. Alors, on ne va pas faire de politique politicienne, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et si je pouvais là, et je peux vous le dire les amis, mais vous me connaissez, et si je pouvais, je développerais bien, mais ça, je prendrai rendez-vous. Je prendrai rendez-vous avec, promis Eric, je prends rendez-vous avec vous pour en parler, parce que je vois tout à fait de quoi vous voulez partir, vous voulez parler, et j'allais dire pourquoi faire simple quand on est en France, avec un exécutif qui ferait bien de nous écouter. Voilà, je l'ai dit quand même en le plaçant. Justement, cette vitalité du territoire, de la ville vivante. Vous avez évoqué le côté commerce. Je l'ai entendu ce mot commerce qui crée du lien social et qui n'est pas uniquement quelque chose qui est l'objet d'une transaction de produits manufacturés. Cette vitalité des cœurs de ville, est-ce qu'aujourd'hui on s'inscrit réellement là-dessus? Est-ce que vous ne trouvez pas, je ne vais pas dire que c'est une ironie du sort, mais quelque part un peu singulier que l'on retourne finalement à cette idée d'une convergence polycentrale vers des cœurs de ville animés qui ont une vraie vitalité? Alors, je vais venir, je réponds tout de suite à votre interpellation, mais juste avant, je voudrais finir sur un petit sujet, parce que dans l'idée de tout ce qui concerne justement la revitalisation d'un territoire, il ne faut pas oublier que le CAO, la piscine, c'est pas seulement une piscine. Ça va être un équipement sportif complet avec des salles de sport, avec une salle de grimpe. Je ne suis pas spécialiste, je n'ai plus le bon terme, mais je crois que c'est de l'escalade de bloc. Voilà, il y a des terrains de foot à 5. Bref, il y a un ensemble. C'est très important parce que ça va être ouvert au grand public. Et dans un département... Il y aura la possibilité de se restaurer. Absolument. Il y aura des multiples actions. Voilà, absolument. Et ouvert à tout le public. Ouvert à tous, dans des proportions de prix extrêmement basses. 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants. Mais c'est colossal. C'est vraiment une ouverture formidable. C'est génial. Et la piscine est capitale parce que c'est quand même un département qui a un record assez triste. 50% des enfants qui arrivent en 6e, en classe de 6e, ne savent pas nager. Oui, c'est vrai. Donc on a un vrai effort. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse de CAO, mais je crois que c'était important de le redire parce que ça irrigue aussi le territoire. Oui, alors Centre-Ville Vivant, la démarche de la métropole, ça a été tout de suite, mais là aussi c'est une initiative de Patrick Ollier qui avait inscrit dans la loi en 2005 et 2010 le droit de préemption commerciale. C'est lui qui l'a lancé pour les villes. Ça n'existait pas, c'est lui qui l'a mis en place. Et donc l'origine historique, elle est là. Et donc quand il est devenu président de la métropole, il a lancé une première étape avec un dispositif qu'on appelait Centre-Ville Vivant, qui a permis de mobiliser 25 millions d'euros en gros entre 2018 et 2022. Et puis on a un nouveau dispositif aujourd'hui avec cette foncière métropolitaine engagée sur le même dispositif Centre-Ville Vivant, qui va permettre donc aux maires de prendre l'initiative, de solliciter la métropole. C'est pas la métropole qui prend l'initiative, c'est les maires qui doivent prendre l'initiative pour justement rentrer dans tout un état d'analyse d'abord de ce qui se passe sur le centre-ville. Quel dispositif utiliser, la préemption, l'achat de murs, l'achat de bail, etc. Enfin bref, tous les outils sont disponibles au titre de cette foncière et vont permettre aux maires qui le souhaitent de rénover, de restaurer et de rendre plus attractif leur centre-ville. Ça, c'est capital. Ouais, comme à l'époque, les PARECA allaient dans des zones dans lesquelles il n'y avait plus de commerce pour redonner vie au commerce. Absolument. C'est intéressant ce que vous dites parce que le commerce, c'est l'agora à l'échelle iris locale des rencontres, du lien social que vous recréez. Est-ce que exactement. Alors, je ne vais pas faire encore une fois, je vais pas faire de politique, mais quand même, ça me tente un peu de me dire que quelque part, à Paris, notamment dans certains quartiers,
ne peut pas franchement dire qu'on ait sauvé le commerce dans une certaine mesure. Bien évidemment, c'est quoi aujourd'hui le paradigme en termes de mobilité notamment, vous savez à quoi je fais allusion du coup, comment on fait pour joindre, et vraiment donnez-moi une réponse simple, qu'est-ce qui est aujourd'hui faisable en l'état actuel du fait qu'on a des zones à faible émission, qu'on est aujourd'hui sur de l'énergie qui est de l'énergie renouvelable, qu'on a des véhicules à mobilité douce, donc est-ce que ça peut concourir quand même à vitaliser des quartiers, des commerces quand même? Écoutez, moi j'ai la conviction, je ne suis pas un staccanoviste de la ZFE, mais j'ai la conviction que les centres-villes ne peuvent retrouver de l'attractivité que s'ils sont à disposition des citoyens. Et donc le dynamisme, il vient de la proximité, de la capacité à s'approprier l'espace public. Donc il faut savoir où sont les grands axes de circulation, il ne faut pas négliger ce qu'est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire un transport individuel qui est plus important que le transport collectif. On a beaucoup de retard sur le transport collectif, donc il faut tenir compte de ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir se projeter aussi, et donc il faut être capable d'inventer ces nouveaux lieux de vie où on retrouve, comme on l'a à Cannes, une proximité avec un centre-ville dynamique, avec donc du lien social, avec des gens qui se parlent, qui se rencontrent, qui échangent. Je crois que c'est possible. Dans à peu près toutes les villes, il y a toujours un endroit, un carré un peu magique où on peut avoir ce type de situation. Il faut prévoir évidemment l'accessibilité à la fois sur les liaisons douces et sur les personnes à mobilité réduite. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. C'est très clair. Et à côté de ça, les lieux de parking, etc. Et ensuite, il faut la diversité commerciale. Et c'est là que la foncière intervient, c'est pour assurer, et c'est la demande des maires, assurer cette diversité commerciale, parce que sinon on a des rues qui sont avec monoproduits, quoi. Alors question, justement, la foncière, elle est dotée de quelle façon? Comment vous la dotez? Alors la foncière, elle est composée par d'abord six intervenants qui sont partenaires dans cette démarche. Alors évidemment, la première, c'est la métropole du Grand Paris. Derrière, vous avez la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit Agricole, la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la CEMARIS avec le mine de Rungis qui est un partenaire intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il est, si j'ose dire, en amont par rapport au commerce, notamment le commerce de bouche. Et donc avec ces 6 partenaires, la métropole a réussi à créer une foncière qui est capable aujourd'hui de mobiliser à l'horizon en tout cas c'est le plan d'affaires, mobiliser 142 millions d'euros à l'horizon 2030. Moi je trouve ça remarquable, puisque donc, ça permet de relancer. Milliers de mètres carrés. Et ça permet de relancer, ça permet aussi d'inciter aussi et de relocaliser du commerce. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi, Eric, bien évidemment, que dans cette action-là, qui est une action publique, ça relocalise du commerce qui avait disparu dans certains quartiers? Oui, bien sûr. Alors c'est l'idée d'ailleurs. Et là du coup vous êtes plébiscité par les administrés. Ah bien sûr. C'est pour ça. Ouais, alors, d'abord, la foncière, elle se conçoit justement comme un prolongement de l'action municipale en matière de commerce de centre-ville. Donc, oui, d'accord. Voilà, on est vraiment dans un partenariat avec un maire qui nous demande d'intervenir. Bien sûr. Et parce que qui connaît le mieux son territoire que le maire? Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc, si on veut être efficace, il faut partir de l'analyse de la municipalité. Et derrière, bien voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on achète les murs pour pérenniser une activité qui ne peut plus supporter alors justement, un loyer. Quand vous achetez les murs, oui. Justement, et que vous mettez à bail, vous faites des prises à bail dans des conditions extrêmement intéressantes. Intéressantes, bien sûr. Et vous incitez finalement ceux qui veulent démarrer. C'est aussi créateur d'emplois. C'est créateur d'emplois. De projets d'entreprise. Ça crée du dynamisme pour la ville, ça recrée de l'attractivité. Je trouve ça génial. Et en même temps, on n'est évidemment pas là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour en perdre. J'ai compris. Parce que c'est l'argent public. Oui, mais on n'est pas là pour en gagner. Absolument, voilà, c'est très important. Le sujet, c'est équilibré. Votre périmètre de jeu, c'est quoi? Écoutez, c'est toutes les 131 villes de la métropole qui peuvent être candidates. Dans le lot, évidemment... Y compris Paris. Y compris Paris. Dans le lot, évidemment, on a un prisme, si j'ose dire... sur celles qui ont le centre-ville le plus dégradé, qui se sont déjà manifestées. En gros, on a environ 70 qui sont dans ce cas-là, qui sont des villes qui ont une... Quelques-unes au hasard. Voilà.
Là, par exemple, on sont déjà intervenus sur 8 dossiers. On a déjà 8 dossiers en cours. Je peux vous citer, on a Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Ah oui, très bien. Voilà, qui est une ville à très forte charge de logement social, hein, donc assez emblématique. On a, par exemple, l'île Saint-Denis. Ah oui, très bien. C'est là aussi très symbolique. Les Lilas dans le 93, mais aussi Vincennes dans le 94. Vous voyez, on a déjà... C'est une typologie assez différente. Alors, il y a des villes qui ont un vrai manque d'attractivité ou d'un centre-ville qui s'est paupérisé dans le temps. Et puis, on a des villes qui n'ont pas envie que ça leur arrive. Et donc qui anticipe un peu les choses. Donc il y a une vraie appétence pour ce dispositif. On est encore loin, hein, les 131 villes ne sont pas candidates à ce jour, mais on a déjà pas mal de monde à la porte et ça marche bien. Donc je pense que c'est un outil qui correspond à une vraie demande. Merci beaucoup Éric Césari, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Partagez. Revenez souvent, promis, vous reviendrez souvent et je me permettrai de vous réinviter. Ça sera avec plaisir. Voilà, centre aquatique extraordinaire avec la dimension que l'on vous a expliqué, mais aussi ces centres-villes de villes vivantes. Moi j'aime beaucoup l'idée de dire ville vivante avec le commerce. Alors de un dernier mot au proximité. centre-ville vivant, c'est porté par mon excellente collègue maire d'Ormesson et donc Marie-Christine Segui. Je voudrais la citer parce que c'est elle qui porte le dispositif. Eh bien écoutez, vous savez quoi, je vous réinvite tous les deux sur le plateau à Paris, dans nos studios, avec grand plaisir, puisque c'est un formidable projet. Et finalement, vous êtes un peu à l'instar de l'encyclopédiste Denis Diderot qui disait finalement vous ne voyez le monde que tel qu'il pourrait être, non pas tel qu'il est. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes engagé en politique. Merci à vous. Merci. Éric Césari, vous êtes vice-président délégué à la stratégie au partenariat à la métropole du Grand Paris. Vous êtes président également du groupe Les Républicains divers droite et indépendants. Et on vous retrouve très facilement bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Internet. Cette émission est à récupérer en podcast et en replay comme d'habitude. Et on va poursuivre notre road trip ici pour OMIPIM. On va parler bureau, logement. Et bien évidemment, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques instants. Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Imo.